Hériter en France, ça peut vite ressembler à un vrai casse-tête administratif. Comment est-ce qu'on passe de l'ensemble des biens d'une personne à la part qui revient vraiment aux héritiers une fois que tout est calculé? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Quand une succession s'ouvre, la toute première question qui vient à l'esprit, c'est souvent par où on commence. Avant même d'imaginer le partage ou de penser aux impôts, il y a une étape fondamentale. Il faut faire une photographie complète et super précise du patrimoine qui a été laissé. C'est vraiment la base sur laquelle tout le reste va se construire. Alors, tout débute avec un acte officiel et surtout indispensable, l'inventaire. C'est le notaire qui s'en occupe. Il agit un peu comme un détective du patrimoine, si on veut. Son rôle, c'est de lister absolument tout ce que le défunt possédait au jour de son décès. Cette étape est vraiment cruciale parce que c'est elle qui va fixer le point de départ de tous les calculs. Le résultat de cet inventaire, c'est ce qu'on appelle l'actif brut. Pour faire simple, c'est comme si on prenait la valeur totale du patrimoine avant même de penser à payer la moindre facture. Ça comprend la maison, la voiture, l'argent sur les comptes, les placements, bref, absolument tout ce qui a une valeur qu'on peut chiffrer. Et quand on dit tout, c'est vraiment un large éventail de choses. Il y a bien sûr les biens immobiliers, ça c'est évident, mais aussi les comptes en banque, les portefeuilles d'actions, les contrats d'assurance vie, et même, c'est un point moins connu, les dettes que d'autres personnes pouvaient avoir envers le défunt. Le but, c'est de ne rien laisser de côté pour que la photo soit la plus juste possible. Ok, mais attention, cet actif brut, ce n'est que la première moitié du chemin. C'est, disons, la vision optimiste des choses. Pour arriver à la valeur réelle de l'héritage, il faut maintenant mettre en face ce que le défunt possédait et ce qu'il devait. C'est l'heure du bilan, le moment de faire les comptes. En fait, le calcul est assez simple. De tout ce que la personne avait, eh bien, on va venir soustraire tout ce qu'elle devait. Ce passif, ça inclut les crédits qui étaient en cours, les impôts qui n'avaient pas été payés, les factures en attente et aussi les frais qui sont directement liés au décès. D'ailleurs, petit détail intéressant que la loi a prévu, et c'est très concret. Les frais funéraires peuvent être déduits de la succession. Il y a un plafond, fixé à 1 500 €, qui peut être retiré de la valeur totale des biens. Ça vient donc alléger un peu le montant final. Et voilà. Une fois qu'on a fait cette grande soustraction, actif moins passif, on arrive enfin au chiffre clé, le plus important de toute la succession, le montant net qui va, cette fois, être réellement partagé entre les héritiers. Ce solde final, ça porte un nom officiel, la masse à partager. Et le point le plus important à retenir, c'est que ce montant peut être positif, évidemment, mais il peut aussi être négatif si les dettes sont plus importantes que les biens. Et ça, c'est une information absolument capitale pour les héritiers. Ce chiffre, ce n'est pas juste une information comptable pour la forme, comme le dit bien cette citation, c'est ce qui va permettre à chaque héritier de prendre la décision la plus importante. Est-ce que j'accepte l'héritage, avec son actif, mais aussi potentiellement ses dettes, ou est-ce que j'y renonce pour me protéger? Bon, une fois que la part de chacun est bien définie à partir de cette masse à partager, l'histoire n'est pas finie, non, non. C'est là qu'une autre étape commence, le calcul des droits de succession. C'est le moment où le fisc s'intéresse au dossier. Mais le montant à payer va dépendre de plusieurs facteurs clés. Alors, pour calculer l'impôt, il y a 3 étapes, et l'ordre est super important. D'abord, on prend la part nette qui revient à un héritier. Ensuite, on applique une sorte de bouclier fiscal personnel. Et enfin, on calcule l'impôt, mais uniquement sur ce qui reste après ce fameux bouclier. Ce bouclier fiscal, ça s'appelle un abattement. En gros, c'est tout simplement une somme qui est complètement exonérée d'impôts, une sorte de franchise qui vient réduire la base de calcul. L'idée derrière, c'est de protéger une partie de l'héritage de la taxation, en particulier pour les parents les plus proches. Et là, c'est flagrant. Le montant de cet abattement n'est pas du tout le même pour tout le monde. Il est de 100 000 € pour un enfant, mais il chute à moins de 16 000 € pour un frère ou une sœur. On voit bien ici le choix très clair de la loi de favoriser la transmission directe au sein du cercle familial le plus resserré. Et s'il reste une somme à taxer après cet abattement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette somme est alors soumise à un impôt progressif. Le principe est un peu le même que pour l'impôt sur le revenu. Plus la somme est élevée, plus le pourcentage d'imposition grimpe, par tranche. Mais attention, on pourrait croire que tout le monde passe par cette case impôt. Mais non, il existe des cas bien prévus par la loi où certains héritiers sont tout simplement protégés et ne paient absolument aucun droit de succession. Voyons un peu qui sont ces héritiers. Alors, le cas d'exonération le plus connu et le plus fréquent, c'est bien sûr celui du conjoint survivant, qu'il soit marié ou pacsé. La loi part du principe qu'il faut protéger son niveau de vie. L'autre cas, c'est celui des frères et sœurs. Mais attention, sous des conditions très, très strictes, notamment s'ils vivaient avec le défunt.
Au final, tout ce parcours, de l'inventaire des biens jusqu'au calcul des impôts, tout ça n'a qu'un seul but, éclairer un choix qui, lui, est profondément personnel. Accepter un héritage, c'est accepter une histoire financière, avec ses bons côtés, mais aussi, potentiellement, ses mauvais. C'est un choix qui ne doit vraiment jamais être pris à la légère.